Et bonsoir Alain Bauer, Bonsoir. professeur de criminologie, auteur de ce livre Au commencement était la guerre, nouvelle édition augmentée aux éditions Fayard. On va évoquer avec vous évidemment la situation en Israël et aussi ce qui se passe dans notre pays, notamment après ce qui s'est passé à Crapol et la mort du jeune Thomas de 16 ans, parce que ça pose énormément de questions sur les fractures de notre société. Mais d'abord, ces négociations difficiles pour libérer des otages. 12 otages sont actuellement acheminés par la Croix-Rouge sur le territoire israélien. Est-ce que la trêve qui devrait être prolongée peut tenir? Est-ce qu'Israël a intérêt, encore une fois, à tout faire pour la maintenir afin de faire sortir un maximum d'otages civils? Alors d'abord, il y a eu un grand débat stratégique à l'intérieur de l'armée israélienne, puis du cabinet de guerre israélien, puis de la majorité politique extrême qui existe en Israël. Et il y a eu des divisions avec des adjonctions venues de l'opposition, des départs venus de la majorité, notamment des représentants de l'aile la plus dure de ce qu'on appelle les colons, et surtout la pression extraordinaire des familles, qui a bouleversé totalement l'équilibre politique israélien en forçant la libération des otages à venir au premier plan et l'élimination du Hamas en deuxième. Et ceci était inattendu pour le gouvernement comme pour l'armée. Ça a commencé par la sidération, puis la vengeance, puis la revanche. Mais l'affaire des familles et des otages, par leur nombre, leur quantité et leur diversité, a posé des problèmes insolubles. Et à un moment donné, l'opinion publique a pris le dessus parce qu'elle cassait les divisions internes d'Israël au nom de, pour 49% des Israéliens, selon le dernier sondage connu, la libération des otages était plus importante que pour 39% l'élimination du Hamas. Et le gouvernement a dû en tenir compte parce que l'armée d'Israël, c'est une armée populaire avec un nombre très important de réservistes. Et c'est d'ailleurs parce que les réservistes étaient en partie en grève contre le gouvernement que la situation d'Israël était beaucoup plus fragile et que cet effet d'aubaine lié à l'incompétence du gouvernement et à la fragilité, à la division interne de la société avait pesé. Donc oui, il y a des négociations, elles vont durer. La nouvelle phase de négociation n'est plus une phase de négociation en tranches, mais je dirais en morceaux. On élargit massivement le nombre de personnes à libérer, parce que par ailleurs, il y a plusieurs négociations parallèles. Les Thaïlandais ont fait une négociation parallèle. Les Russes ont une négociation parallèle. Depuis la visite de M. Lecornu, la France réexiste dans une capacité à essayer de libérer ses propres otages. Donc ceci a beaucoup changé. Et aujourd'hui, la négociation sous l'égide de la CIA, du Mossad, des Qataris et évidemment du Hamas en face, c'est une libération massive d'un nombre beaucoup plus grand d'otages. Alors il y a une centaine d'otages civils purs et une centaine d'otages plutôt militaires, plus ceux qui malheureusement ont été tués, mais ce qui n'a pas encore été déclaré ou enregistré. L'idée de libérer les 50 derniers civils d'un seul coup est en train d'avancer assez fortement. La dernière partie qui porte beaucoup sur des militaires israéliens, là, est plus compliquée parce que la contrepartie serait sur des militants palestiniens qui seraient condamnés, et pas seulement en rétention administrative, et qui l'auraient été pour des faits beaucoup plus graves que ce qui est là. Je rappelle que le gouvernement d'Israël, il doit faire valider le processus par la Cour suprême, et que des recours sont toujours possibles, et qu'ensuite, il faut que tout ça soit voté. Donc les équilibres sont compliqués, mais en tout cas, il y a une opportunité, un appel d'air pour une libération beaucoup plus importante d'otages d'un seul coup. Et Alain Bauer, si cette trêve devait se prolonger, est-ce que ce ne serait pas au fond une victoire du Hamas et une défaite israélienne? Comme toujours, hein, la victoire ou la défaite, c'est à la fin. Et donc la seule chose qui est sûre, c'est que tous les dirigeants du Hamas seront éliminés par Israël. Ils le font avec méthode, de manière extrêmement précise. On a la liste des commandants, des sous-commandants, des surcommandants. Il y a évidemment deux individus très importants, M. Deif et M. Sinwar, qui sont en tête de liste. Il y a un accord de « on ne tuera personne au Qatar », parce que le Qatar a expliqué qu'il ne fallait quand même pas demander trop, mais que dès que les dirigeants du Hamas quitteront le Qatar, ils deviendront des morts en sursis. Ils le sont probablement déjà là-bas, mais au moins sont-ils assurés, parce que tout le monde a intérêt à ce que le Qatar finisse sa médiation et reste un médiateur pour d'autres épisodes éventuels. En tout état de cause, oui. Et à ce moment-là, la question sera l'après. Parce que depuis le début, la question de l'offensive militaire israélienne au nord de Gaza ne règle pas le problème de ce qui se passe au sud. Régler Gaza City ne règle pas Khan Younes, le deuxième quartier général puissant du Hamas. Et puis troisièmement, l'après n'est pas clair. L'après, il est entre les mains, pas d'Israël, il n'est pas entre les mains du Hamas non plus. Il est entre les mains de Doha et surtout de Riyad.
Riyad a les moyens de régler socialement, économiquement, la sortie de la crise de Gaza, la reconstruction et la sortie de entre les mains du Hamas, la sortie de la désespérance. Encore faut-il qu'ils y aillent pour se remettre de cette opération dont le principal bénéficiaire pour l'instant et pour longtemps reste l'Iran. On va parler, Alain Bauer, maintenant, si vous le permettez, de ce qui se passe dans notre pays en France et des fractures qui sont béantes. On est plus d'une dizaine de jours après l'assassinat du jeune Thomas et on a vu les forces politiques se déchirer, se renvoyer à la figure des accusations d'instrumentalisation politique, que ce soit à gauche ou à droite. On a aussi entendu la maire de Romans-sur-Isère, d'où est partie une partie de ceux qui ont attaqué ce soir-là, Marie-Hélène Toraval, qui a dit son ras-le-bol devant cette situation et qui dit que la famille de Thomas ne comprend pas que le caractère raciste de l'agression n'ait pas été retenu. On fait le point avec Mickaël Dos Santos et je vous passe la parole. À ce stade de l'enquête, le procureur de la République n'a pas retenu le mobile raciste pour l'attaque à Crépol. Pourtant, les familles des victimes, dont celle de Thomas, en semblent convaincues. Une révélation faite hier par la maire de Romans-sur-Isère. Il y avait 2 points qui ont été manifestés par les familles, par les victimes. Ils espèrent une justice forte par rapport à cet assassinat. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne comprennent pas que le caractère raciste n'ait pas été retenu. 10 jours après les faits, Marie-Hélène Toraval s'est également exprimée sur les agresseurs présumés. La maire de Romans-sur-Isère regrette que leurs identités soient restées secrètes. Les prénoms ont circulé sur les réseaux avant d'être confirmés par les autorités. Pourquoi on n'a pas cette notion de transparence dès le départ? Ne pas communiquer les prénoms plus tôt était indécent. Des suspects en grande partie originaires de l'un des quartiers sensibles de sa ville, celui de la Monnaie. Un lieu où, selon la maire, une poignée d'individus a décidé de polluer la vie des habitants. Ce quartier accueille 4500 personnes. On en a une centaine qui posent des difficultés. Il y a des irréductibles avec lesquels il y a une imperméabilité complète, malgré les actions pour essayer de les remettre dans le droit chemin. Un constat partagé par le secrétaire national du syndicat SGP Police. C'est effectivement un noyau de la voyoucratie locale qui essaie de mettre la main sur un territoire en faisant régner la violence, la peur. C'est caillassage, et vous recevez des machines à laver, des boules de pétanque et c'est vraiment à chaque fois une foule hostile. Pour remettre de l'ordre dans son quartier, la maire de Romans-sur-Isère réclame une réponse pénale forte contre les agresseurs présumés de Crépol. La fin de la culture de l'excuse. Alain Bauer, vous êtes l'invité d'Europe 1 et de CNews. Est-ce que pour vous, il y aura un avant et un après Crépol? Et est-ce qu'il y a 2 France qui désormais sont face à face? Alors, je ne crois pas qu'il y ait 2 France qui désormais sont face à face, parce que quand on dit qu'il y a 100 irréductibles sur 4500 habitants, il y en a donc 4500 qui, eux, sont otages des 100 premiers. Et donc, il ne faut pas sous-estimer aussi cette création d'un espace de relégation, de ségrégation qui fait sécession, mais dont une partie importante des habitants sont eux-mêmes apeurés par leurs propres enfants qui les tiennent en otage. Alors pour des tas de raisons sur lesquelles on peut tout envoyer, le social, l'éducatif. Beaucoup des parents ne sont pas démissionnaires, ils ont été licenciés par leurs enfants, notamment des familles ou plutôt des foyers monoparentaux, parce que la famille en général, on ne peut pas être monoparental, mais foyers monoparentaux, ça existe. Bref, une série de situations où on a beaucoup rénové le bâti, c'est le cas à Romans-sur-Isère, mais on ne s'est jamais occupé des habitants. On s'est donné bonne conscience en disant on va faire un immeuble plus vert, plus bleu, plus jaune, mais personne ne s'occupait de ce qui se passait à l'intérieur, notamment en utilisant particulièrement les mères de famille pour prendre le contrôle des espaces. On est d'accord. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un tropisme postcolonial français, ce que j'appelle le remords colonial. C'est-à-dire que tout le monde a intégré qu'il y avait eu un racisme colonial, une sous-estimation des gens que nous avions colonisés, nous étions en situation de dominants, ils étaient les dominés. Tout ça est exact, c'est l'histoire. Mais on ne va pas passer 3000 ans à s'excuser du passé en n'essayant pas de reconstruire le futur, qui est donc le fait de travailler avec ceux qui, pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, on est allé chercher, pour les faire travailler en France, des immigrés à durée déterminée, entièrement masculins, cohabitant massivement dans des petits logements et travaillant dans des industries lourdes et difficiles. Mais on n'a fait aucun effort pour les intégrer du tout, puisqu'ils allaient repartir. Puis tout d'un coup, en 74-76, on a fait le regroupement familial. Et nous n'avons pas plus fait d'efforts pour les réintégrer, alors même que les femmes et les enfants venaient sur le territoire. Et du coup, nous avons ce remords en disant on doit compenser par une sorte d'autorisation à la violence, à la délinquance, à une certaine porte d'autorité, le mal qu'on leur a fait. Et c'est vraiment une culture qui s'est beaucoup répandue. Mais vous pensez qu'elle est encore actuelle, Alain Bauer ? Bien sûr, elle est massivement là. Vous pensez que les Français qui sont confrontés à cette délinquance pensent ça ?
Oui, il y a beaucoup de Français d'autorité. Oui, les autorités n'assument pas leur rôle d'autorité. Je parle vraiment là du remords colonial institutionnel. Par contre, je pense que les habitants, eux, y compris les habitants issus de l'immigration, français ou pas, ils ont une situation de complication par rapport à leurs propres enfants et petits-enfants dont ils ne comprennent pas pourquoi ils respectent une forme d'ordre qui leur paraît à eux comme naturelle, mais où les institutions ne les aident pas, puisque au lieu d'intervenir, elles se retirent. Et troisièmement, il y a un problème que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est la reproduction du racisme subi en racisme exprimé. C'est la même chose en matière de violence. C'est ce que dit la maire de Romans-sur-Isère. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens qui sont violents vous expliquent qu'ils sont violents parce qu'ils ont été victimes de la violence et ils la reproduisent. Je pense qu'un certain nombre de victimes du racisme ou qui pensent avoir été victimes de racisme, ou que leurs parents l'ont été, reproduisent désormais un racisme inversé et que nous n'assumons pas le fait que le racisme, c'est mal quel qu'il soit, le racisme contre les Noirs, contre les jaunes, contre les bleus, contre les verts, contre les beurs, contre qui on veut, et contre les blancs, quand ils s'expriment en tant que tels, et ils s'expriment parfois en tant que tels. Et donc cette incapacité à rééquilibrer les choses est un des problèmes qui est là, et que les citoyens, français ou pas, de souche, je dirais moi de racines, les souches c'est plutôt des arbres morts, ou originaires de l'immigration, ne comprennent pas plus. Et il faut regrouper cette capacité à rétablir l'autorité et l'ordre, d'abord dans les familles, ensuite dans l'éducation, et enfin dans les institutions, en disant les choses telles qu'elles sont. Le fait de le dire, c'est pas devenir raciste ou xénophobe ou autoritaire, c'est rétablir l'ordre, et l'ordre, c'est le cœur même de ce qui fait vie en société. Alain Bauer se greffe là-dessus aussi les mouvements d'ultra-droite qui ont manifesté à Romans-sur-Isère et à Rennes, ce qui a donné lieu évidemment à une grande polémique à gauche. Il faut redouter ces mouvements d'ultra-droite, ils sont dangereux. D'abord, ils s'expriment et ils font ce que tout le monde craint qu'ils fassent, parce que l'idée générale, la peur générale qui s'exprime mezza voce, tout petitement, c'est d'avoir un Naël à l'envers, c'est-à-dire une révolte, non pas décidée. Naël, le jeune qui avait été tué à Nanterre, c'est pas une révolte des jeunes décités contre l'État central, etc. C'est l'inverse, c'est-à-dire une exaspération des populations qui en ont marre de la violence. Et quand je dis des populations, elles ne sont pas spécifiquement blanches. Elles sont victimes de la violence qu'elles en ont marre de subir en bas de chez elles ou quand il y a ce genre d'événement. Et donc l'idée générale, c'est d'essayer d'éviter à tout prix un Naël à l'envers. Or, pour faire cela, ou pour éviter cela, il y a à la fois le fait de ne pas croire que ça va arriver, faire comme si ça n'allait pas arriver, et puis penser tout d'un coup, de manière extrêmement brutale, à la française, passer d'un extrême à l'autre, il ne se passe rien, oulala, c'est la fin du monde, et les groupements d'ultra-droite, d'extrême droite, de droite extrêmement radicalisée, en mélangeant d'ailleurs tout, ce qu'est la droite politique, ce qu'est la droite extrême politique, et ce que sont des mouvements violents, effectivement, nazillons, certains antisémites, d'autres anti-arabes. Et donc ces phénomènes-là sont des phénomènes qu'il faut savoir maîtriser. Or, le retrait de l'État, son retrait, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, car l'un va avec l'autre, c'est parce que l'État s'est retiré de sa fonction d'autorité dans un pays où il a créé la nation, alors que tous les autres pays du monde, ce sont des nations qui ont créé leur État. En France, c'est l'État qui a créé sa nation. Il a donc une mission centrale, une mission essentielle, qui est le maintien d'un ordre, c'est-à-dire d'une égalité de traitement, d'une capacité à garantir la liberté d'expression, la liberté de venir, la liberté pour les femmes de choisir, bref, toute une série d'éléments qui sont constitutifs d'un certain nombre de valeurs de la République, parce que tout le monde parle des valeurs de la République, personne ne les définit, la laïcité en fait partie, qui n'est pas une neutralité mais une dynamique. Dès lors que l'État a décidé d'être neutre, il s'est neutraliser. Ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de redevenir ce qu'il était. La promesse républicaine, c'est un État présent et acteur, et pas un État spectateur et qui fait des commentaires. Est-ce que ça passe par des actions comme celles que le préfet de police vient de prendre, c'est-à-dire interdire un rassemblement d'extrême droite prévu devant la Sorbonne ? Mais c'est très bien d'interdire un rassemblement d'extrême droite, mais on interdit des manifestations qui ont lieu de manière assez régulière, car il faut qu'il y ait une cohérence entre l'interdiction, la réalité de l'interdiction, le fait qu'il n'y ait donc pas de manifestation, et le fait que le système judiciaire soit convaincu
par les arguments du préfet de police, eu égard à un autre élément qui est notre propre liberté de manifester quand on n'est pas content, notamment contre le gouvernement. Donc moins que d'interdire des manifestations qui sont des conséquences, peut-être faudrait-il mieux s'occuper des causes. Les causes qui sont multiples, comme on l'a évoqué. Non, mais qui sont essentiellement l'augmentation de la violence comme un élément régulateur de la vie en lieu et place de l'ordre, parce qu'on ne fait plus confiance aux institutions. On agresse les élus locaux, on agresse les instituteurs quand on ne les tue pas, on agresse tous les représentants de quelque autorité que ce soit, de quelque uniforme que ce soit, de quelque tenue que ce soit, des postiers en passant par les électriciens ou les gaziers, les infirmiers. La situation dans les urgences nécessite aujourd'hui quasiment d'avoir un quart de CRS devant, parce que la violence est devenue l'élément normal de régulation de la vie, parce que nous avons modifié nos règles, nous ne les appliquons plus, et quand on ne les applique plus, nous ne sanctionnons plus le non-application des règles. C'est un problème global de la manière dont nous voulons que notre société soit régulée et donc d'application de la loi. Aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, on négocie les peines, mais on applique la loi. En France, on négocie la loi et on n'applique pas les peines. L'analyse d'Alain Bauer. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Fayard. Au commencement était la guerre, nouvelle édition augmentée. Merci.